Donc bonjour à toutes et tous. Je vais aborder ce deuxième webinaire qui concerne l'évaluation des risques et sa transcription dans le DER. Comme disait Lucas un instant, vous avez vu la semaine dernière la schématisation de la démarche générale de prévention avec Nicolas. Aujourd'hui, on va s'intéresser principalement à la deuxième et troisième étape, évaluation des risques et sa transcription. Alors, quand même, je tiens à faire un petit rappel historique concernant la réglementation de l'évaluation des risques professionnels. C'est une réglementation qui est née d'une directive européenne en 1989, donc, qui sera ensuite appelée une directive cadre. 1989, elle n'est pas toute jeune, on peut même dire qu'elle est relativement ancienne. Et donc, cette directive fixe un objectif de mise en œuvre de mesures de prévention pour promouvoir l'amélioration de la santé et de la sécurité. Donc, c'est une directive qui est transposée dans le droit français 2 ans plus tard, en 91, qui va être appliquée 1 an plus tard, et elle va être codifiée dans le Code du travail et prévoit au moins à 2 articles une obligation d'évaluation des risques. D'abord, en s'appuyant sur les principes généraux de prévention, dont le deuxième, qui est bien d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, mais aussi et surtout aujourd'hui l'article 41-21-3, où il est bien stipulé que l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Et le législateur rajoute, à la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. On a donc bien sur cette partie législative une obligation d'évaluer, mais pas une obligation d'évaluer pour évaluer, une obligation d'évaluer pour agir. Donc, on se retrouve en 91 en France avec un arsenal juridique qui paraît solide, d'abord constitué d'une directive européenne, transposée dans le droit français, et malgré tout, bizarrement, et à l'inverse de nos confrères européens, des autres pays européens, cette obligation, elle va pas être prise en compte, elle va rester un petit peu comme lettre morte, et elle va végéter comme ça une dizaine d'années pour ressurgir en 2001 avec l'apparition d'un décret, donc le décret de 2001, novembre 2001, qui va, lui, demander à l'entreprise de réaliser, de créer un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Donc, on a un décret qui oblige maintenant l'employeur de transcrire, de mettre un jour dans un document unique les résultats d'évaluation des risques. Et donc, on a bien, par ce décret, un renforcement de la loi. C'est-à-dire que maintenant, on veut voir votre évaluation des risques, et pour qu'on puisse la voir, eh ben, vous allez devoir nous l'écrire. Donc, on passe d'un sous-entendu de la loi de 91 à une formalisation, on concrétise maintenant le document par l'arrivée de ce décret. Alors, ce décret, il va aborder une notion intéressante, la notion de mise à jour. D'abord, il est dit que ce document doit être mis à jour au moins une fois par an pour les entreprises qui ont au moins 11 salariés. Donc ça, c'est une obligation annuelle de révision. Et puis, pour toutes les autres entreprises, donc inférieures à 11 salariés en l'occurrence, eh bien, l'employeur devra effectuer une mise à jour
du document pour tout aménagement nouveau, significatif, qui va faire évoluer les modes d'exploitation de l'entreprise. Imagine une nouvelle machine qui arrive, eh bien, il va falloir refaire une évaluation en espérant que celle-ci sera améliorée par rapport à l'ancienne machine. De la même manière, l'employeur devra effectuer une mise à jour pour toute information supplémentaire qui pourrait être portée à sa connaissance. On imagine bien un accident qui survient sur une autre compagnie qui exploite ces navires dans les mêmes conditions que la leur. Eh bien, on va se demander si cet accident va pouvoir se produire chez nous. Et donc, on va l'intégrer dans la démarche d'évaluation des risques. Ce décret va également demander à ce que ce document unique d'évaluation des risques soit mis à la disposition des travailleurs, des membres du délégué, enfin les délégués du personnel, au niveau de la médecine du travail, des agents de contrôle de l'inspection du travail ou tout organisme de sécurité sociale. Bon, grosso modo, on veut que ce document il soit accessible et qu'on puisse le visualiser. Ça, je reviendrai dessus parce qu'on verra qu'il y a une interprétation sur la mise à disposition. Ce décret de 2001, il rentre en vigueur un an plus tard, en novembre 2002. Alors, il ne concerne pas directement le RP, l'évaluation des risques professionnels, parce que c'est déjà une obligation légale qui existe depuis 10 ans. Par contre, il rajoute un étage à l'arsenal juridique national. Aujourd'hui, la transcription de l'évaluation des risques dans un document unique, c'est une réglementation franco-française. Donc, on a bien une obligation de transcrire et de formaliser les résultats de l'évaluation des risques dans le document unique. Bon, très clairement, c'est une obligation qui va redonner du souffle à cette obligation qui a été malheureusement un peu perdue de vue. Cette réglementation de RPDU, elle fixe principalement des obligations, c'est-à-dire qu'on doit on doit atteindre des objectifs, mais elle va pas donner beaucoup d'éléments méthodologiques. Par contre, elle va s'accompagner quand même d'une terminologie un petit peu particulière. On va avoir des termes comme inventaire des risques, unité de travail, évaluation. Donc là, tout ça, il va falloir quand même définir tous ces termes et comment on s'y prend pour les définir. Et puis également, une mise en œuvre d'actions, d'ailleurs, garantissant un meilleur niveau de sécurité. Donc, on n'a pas vraiment de méthode. Et donc, la forme du document est laissée au libre choix de l'employeur, ce qui va, encore une fois, entraîner des situations un petit peu complexes. Alors, quelques mois après la parution de ce décret, en avril 2002 exactement, la direction du travail rédige une circulaire pour apporter une meilleure lecture de ces obligations-là émises par le décret et va apporter quand même des précisions. Lorsque le décret parle d'inventaire des risques, eh bien la circulaire, elle, va expliquer que cet inventaire s'effectue sur une démarche en 2 étapes. La première, qu'on doit identifier les dangers au sein de l'entreprise. Et ensuite, on doit pouvoir être en mesure d'analyser les risques. Cette analyse de risque, elle est déterminée par les conditions d'exposition des travailleurs au danger face à la situation dangereuse. Voilà. Donc, on va avoir des précisions sur ce qu'on entend par inventaire des risques. Ensuite, de la même manière, concernant la terminologie de l'unité de travail, la circulaire va préciser, effectivement, il faut opérer une subdivision du travail à géométrie variable. On va se poser la question de pouvoir ou non faire des regroupements en fonction des postes de travail, des fonctions, des activités, des lieux.
ce sont des déterminants qui vont nous permettre de circonscrire, de faciliter l'évaluation des risques professionnels. Alors attention, ces regroupements, c'est pour nous faciliter, mais il ne faut pas non plus oublier des cas particuliers comme des expositions individuelles. Cette circulaire, elle va ajouter également des éléments importants, comme l'a dit Lucas tout à l'heure, la notion de travail réel. Alors là, la circulaire précise, la pertinence de l'évaluation des risques repose en grande partie sur la prise en compte des situations concrètes de travail, dit travail réel, et elle se différencie bien des procédures prescrites par l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas faire une analyse des risques par rapport à une fiche de poste, par exemple. Il faut bien aller sur le terrain pour aller voir les aléas, les dysfonctionnements et voir comment le travailleur y réagit pour faire face à ces dysfonctionnements. Donc, travail réel, analyse du travail réel, mesure fondamentale. Et puis, la circulaire va également parler d'une approche pluridisciplinaire. Oui, effectivement, c'est bien d'avoir un regard croisé pour cette évaluation des risques qui va mobiliser des gens dont les compétences sont différentes, le médecin du travail, ça peut être également un chef d'équipe, même un travailleur qui connaît très bien son travail, expérimenté. Et puis si ça suffit pas, on peut élargir également le périmètre et puis solliciter des organismes de prévention, des experts, des cabinets. Enfin, la circulaire, elle réaffirme quand même un objectif fondamental de la démarche et qui a été perdu de vue, et on va le voir, qui est quand même d'élaborer un programme d'action. Faut pas oublier que l'objectif final de ce document unique d'évaluation des risques, c'est bien la recherche et le choix de solutions. D'ailleurs, on le retrouve très clairement dans la circulaire où il est dit que l'évaluation des risques ne constitue pas une fin en soi. Elle trouve sa raison dans les actions de prévention qu'elle va susciter. Ou encore, l'obligation de transcrire dans un document les résultats de l'ERP n'est pas une obligation matérielle. Elle représente la première étape, et ça c'est crucial, de la démarche générale de prévention. Tiens, on a bien aujourd'hui une obligation de transcrire dans un DUER le résultat de l'évaluation des risques, qui est le pivot de la démarche générale de prévention, qui est capable d'intégrer les expositions à des dangers en situation réelle de travail pour nourrir un plan d'action dont l'objectif est d'améliorer la prévention des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs. Pardon. Donc le DER, c'est un outil de gestion, c'est un outil de pilotage de la prévention des risques, c'est un outil qui est destiné à recenser les risques professionnels, les évaluer, de façon à déterminer et prioriser des actions de prévention. Le DER, ce n'est pas, et c'est ce qu'on va voir malheureusement dans les plus petites entreprises, une obligation administrative. C'est vécu comme une obligation administrative, que ce soit à la pêche artisanale ou dans les exploitations conchylicoles, ça peut être vécu comme une obligation administrative. C'est un document qui est plus ou moins détaillé, plutôt moins que plus. C'est un document dans lequel qui n'est pas forcément adapté à la réalité de l'entreprise. C'est clairement un document qui ne vit pas, donc il y a peu ou pas du tout de mise à jour.
Et donc, il n'y a pas de démarche de prévention, il n'y a pas de dynamique. Alors, c'est un petit peu dur en termes de constat pour le secteur maritime, mais ça s'applique à tous les secteurs, en fait, ce constat. Et pourquoi on en arrive là aujourd'hui? Parce que, en tout cas, ça provient au moins en partie du relatif flou de la réglementation concernant la méthodologie, qui est largement laissée à l'appréciation de l'employeur. Ce qui a pour deux conséquences. D'abord, au niveau de l'entreprise, on va avoir des hésitations au niveau des choix à faire en termes de mesures de prévention. Et puis, on va également avoir des incertitudes au niveau des agents de contrôle de l'inspection du travail, notamment, quant à la qualité des DER qu'ils vont avoir en phase 2. Le DER, ce n'est pas non plus un manuel d'information, de formation. Ça, c'est ce qu'on va voir par rapport à la notion de mise à disposition. Aujourd'hui, cette mise à disposition, elle a été interprétée par un certain nombre d'entreprises dans la mesure où beaucoup font lire et signer le document. Et ils ont comme idée sous-jacente que le travail de prévention, il est fait. Voire qu'ils sont même juridiquement protégés par une simple lecture du DER. Alors, je rappelle quand même que le fait d'informer ne suffit pas. On ne peut pas se réfugier derrière une consigne. On ne se dédouane pas de la mise en place d'actions de prévention visant à supprimer ou à réduire les risques derrière une simple information. Donc là, on est plutôt sur le rôle d'un livret d'accueil, sur une formation préalable à la sécurité à l'embauche. Et le document unique, il ne peut pas faire office de. Voilà. C'est une base, et après, derrière, va s'écouler diverses actions. Alors, dans un premier temps, quand même, on peut être relativement compréhensif envers les employeurs qui vont se servir, et notamment les petites structures, qui vont se servir du DER pour justement un petit peu le livret d'accueil, un petit peu de formation, voilà. Mais il ne faut pas que ça reste durable dans le temps. Il faut que, au bout d'un certain temps, ils prennent les choses en main et qu'ils rédigent véritablement un vrai livret d'accueil et qu'ils effectuent véritablement une vraie formation à la sécurité. Le document unique, ce n'est pas non plus un recueil des procédures de travail en sécurité du bord. Alors ça, c'est ce qu'on va voir plutôt au commerce. Souvent, des documents applicables à des flottilles de navires homogènes d'ailleurs. Alors, c'est ça découle probablement de la démarche de risk assessment qui provient de l'OMI et qui est appliquée à tous les navires qui sont soumis à l'ISM. Ça, on va avoir une démarche qui n'est pas non plus tout à fait, dont la finalité n'est pas tout à fait la même que le RPDU. On va avoir donc dans ces compagnies des documents composés de fiches, de bases de données ou de tableurs Excel qui vont, pour un certain nombre d'entre elles, identifier, évaluer les risques, rappeler un certain nombre de mesures de prévention et en précisant derrière mesures à respecter impérativement. Là, on est plus du côté du classeur sécurité dont l'objectif serait de compiler un recueil de procédures de sécurité en vigueur dans l'entreprise. Et on voit ici le rôle un petit peu couperet du non-respect de la procédure, d'une éventuelle sanction de la personne qui n'aurait pas délivré un permit to work. Et ici, malheureusement, on bascule plutôt sur on va se couvrir en cas d'accident. Et la gestion de la sécurité, elle se résume en deux mots, procédure EPI. Très clairement, aujourd'hui, dans certaines compagnies, dès lors qu'il y a un accident, le commandant va recevoir un coup de téléphone en lui demandant si le marin accidenté portait ses EPI et s'il avait bien respecté la procédure.
C'est un peu limite en termes de démarche d'évaluation des risques et d'amélioration. Donc, le DUR, c'est un outil de gestion. Il identifie, il évalue, priorise, et il va nous permettre de nous aider à orienter l'action. Comme je disais, ça peut être des actions de rédaction, aussi bien de livret d'accueil ou de formation à la sécurité. Et puis, il peut également apporter des actions comme des modifications de situation de travail ou la mise à disposition de pays. Donc, en résumé, on a une réglementation qui est solide déjà en 91, qui va pas être prise en compte pendant 10 ans. On va attendre 2001 avec l'arrivée de ce décret. Et puis, on va attendre de nouveau 20 ans, en 2021, pour voir apparaître une nouvelle loi, donc très générale, sur le renforcement de la prévention en santé au travail. Et dans cette nouvelle loi, on va avoir quand même deux éléments qui vont venir renforcer le rôle du DUR. D'abord, ils vont faire apparaître un renforcement au niveau de l'obligation d'agir. Aujourd'hui, les entreprises de plus de 50 salariés sont soumis à ce qui est intitulé un PAPRI Pacte, c'est-à-dire un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Donc l'entreprise est tenue de mettre en place, de lister des mesures de prévention. Elle doit pouvoir être en capacité d'estimer son coût, ses coûts, de pouvoir identifier les ressources qui vont devoir être mobilisées, et puis également mettre en place un calendrier de mise en œuvre. Ça, c'est pour les entreprises de plus de 50 salariés. Donc là, il va falloir effectivement travailler sur un cahier d'action. Pour les entreprises de moins de 50, un peu moins exigeants, on va leur demander quand même de définir des actions de prévention, et ces actions, normalement, devraient être consignées dans le document unique d'évaluation des risques. Donc, premier point, premier levier en termes de renforcement au niveau de l'obligation d'agir. Et puis, également un deuxième levier concernant la traçabilité des DUR. Eh bien oui, normalement, on a des DU qui vont vivre. Et maintenant, il est demandé à ce que toutes les versions, en tout cas les versions pour une durée de 40 ans, soient archivées et accessibles au sein de l'entreprise. Ça, c'est une mesure qui est compréhensible par rapport à une éventuelle demande en reconnaissance maladie professionnelle. Donc, conservation des différentes versions pendant 40 ans. On comprend bien que le DUR, il doit être utile, fonctionnel, opérationnel, mais bien évidemment, il doit être adapté aux caractéristiques de l'entreprise. On comprend bien qu'on ne va pas avoir le même outil, que ce soit sur un armateur à la coquille qui a 2 matelots et une compagnie qui possède 400 marins. Donc, on va avoir des formes différentes. Par contre, on va avoir quand même une structure, un socle commun, dans lesquels on va retrouver les notions d'unité de travail. On va avoir une nomenclature des risques. On va avoir un mode de calcul pour évaluer les risques. Et puis, on va quand même identifier un plan d'action. Concernant les unités de travail, donc il va falloir découper les grandes activités de l'entreprise. Nous, à l'IMP, on a fait le choix de subdiviser les unités de travail en phases de travail. Pour vous donner un ordre d'idée, cette démarche nous conduit à construire ce qu'on appelle une arborescence des tâches. Que ce soit à la pêche ou dans les cultures marines, aujourd'hui, on est sur des activités qui comprennent à peu près entre 8 et 10 unités de travail pour 25 à 30 phases de travail. Je m'explique. Je prends l'exemple de la pêche. Unité de travail pêche. L'unité de travail pêche va regrouper un certain nombre de phases de travail qui va être
la manœuvre de l'engin de pêche, le traitement des captures et l'entretien de l'engin de pêche. Voilà, une unité de travail qui va regrouper 3 phases de travail. De la même manière, on a défini une nomenclature des dangers. Alors, des nomenclatures, il en existe, hein, notamment au niveau de l'INRS. Nous, on a effectué la nôtre. On a à peu près une petite trentaine de dangers dans lesquels on va voir apparaître, bien évidemment, le risque majeur au niveau du secteur maritime, la chute à la mer, qui va être différencié de la chute du déséquilibre. On va avoir des risques intitulés comme accroché, happé, entraîné par. Donc là, on imagine bien ce qui est la proximité du travail à côté d'engins type de treuil en rouleur. Et puis, on va voir également de type piqûre, coupure. Voilà. Bon, on en a à peu près une petite trentaine comme ça. Ensuite, un peu plus compliqué, et là, on a dû faire des choix. Encore une fois, il n'y a pas de modèle imposé, mais il faut quand même essayer d'évaluer les risques. Alors, pour les entreprises artisanales, on est plutôt sur un modèle d'évaluation simple et pas tant que ça quand même. Alors, je dis simple parce que si c'est le chef d'entreprise qui fait l'évaluation, oui, il va avoir tendance à simplifier l'évaluation et même à sous-évaluer le risque. Alors, c'est pour ça que c'est bien qu'on fasse cette évaluation en leur compagnie, parce que nous, en fait, ce calcul, on va quand même intégrer un certain nombre de facteurs comme la probabilité d'occurrence, la gravité potentielle, le fait de savoir si cet événement il est déjà survenu, et puis surtout, la qualité des mesures de prévention existantes. Si aujourd'hui, face à un risque majeur, on a pour seule mesure de prévention le fait de dire faire attention, là non, ça c'est trop faible, c'est ça ou rien, c'est pareil. Soyez vigilants, non, ça marche pas non plus. Ou ne pas lever les pieds, se déplacer sans lever les pieds du pont, parce que sinon on aurait un risque potentiel de se faire accrocher par l'engin de pêche au filage. Bon, on voit bien que ce ne sont pas des mesures de prévention cohérentes et pertinentes. Et ensuite, on a un deuxième mode de calcul qui, lui, est basé sur un calcul mathématique qui est plus complexe, qui va plutôt être orienté vers les structures, vers les armements structurés. Donc là, on va pouvoir prendre en considération la gravité potentielle avec une échelle de gravité, généralement sur le modèle de l'INRS où on est sur des échelles de 1 à 4, 4 étant le risque dramatique, mortel. Une fréquence d'exposition, pareil, sur une échelle de 1 à 4, mais ça peut varier. On va prendre en considération les effectifs. Ah oui, c'est pas la même chose d'avoir une personne exposée que d'en avoir 10 en même temps. On va prendre en considération les facteurs aggravants, c'est-à-dire la météo en l'occurrence. Ça peut être autre chose, hein, un environnement sonore excessif, un environnement qui manque de luminosité. Et puis, on va également évaluer les maîtrises, la maîtrise du risque, c'est-à-dire les mesures de prévention qui existent encore une fois. C'est plus compliqué, mais c'est voilà, on peut penser que c'est plus objectif. Aujourd'hui, à l'IMP, on propose 3 types d'accompagnement en termes d'outils. On a un modèle qu'on a appelé artisan, donc c'est pour les petites structures. Un modèle OIRA, et puis un autre modèle donc, qui va être basé sur les applications payantes. Concernant le modèle artisan, donc je le disais, plutôt orienté sur les petites structures, les structures où il n'y a pas de personnes en fait en interne pour gérer de façon pérenne la gestion de la sécurité. Donc pas de compétences et pas de temps dédié au travail. C'est un travail qui va incomber au chef d'entreprise. Donc là, on va essayer d'accompagner et puis d'expliquer le mécanisme
au chef d'entreprise avec cet outil, dans lequel on va retrouver la logique citée auparavant, unité de travail, identification du danger, description de la situation dangereuse, mesures de prévention, évaluation et plan d'action. On a développé en 2020 un outil qui a été proposé qui est disponible sur la plateforme de l'UE-OSHA, donc au niveau de la communauté européenne. C'est une plateforme qui est gérée en France par l'INRS. Donc là, l'avantage, c'est que les gens peuvent mettre en place leur document unique à distance. Donc, il suffit uniquement de s'inscrire et d'enregistrer un mot de passe. Il n'y a pas de frais, pas d'abonnement. Et on est sur une interface simple et épurée en ce qui concerne cet outil. C'est un outil qui rencontre un vrai succès depuis 2020. On a quand même, de mémoire, on doit être aux alentours des 720 connexions au niveau des cultures marines, 760 au commerce et un peu plus, presque 1200 à la pêche. Alors, juste un point quand même, l'IMP aujourd'hui propose des modèles qui sont pré-remplis, parce que tous ces modèles-là, ils sont pré-remplis. Il y a une arborescence des tâches qui est faite, il y a une nomenclature qui est établie, et puis il y a tout un listing de mesures de prévention qui sont proposées. Il faut savoir que ce travail-là, il débouche quand même sur les observations réelles que l'IMP a fait de par ses embarquements, uniquement, enfin en partie en tout cas. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'en 2024, l'IMP, c'est un peu plus de 300 embarquements à la pêche, 150 au commerce, une centaine d'observations dans les structures, dans les exploitations des cultures marines. C'est une connaissance qui est également nourrie par le recueil des accidents du travail maritime. On essaye également de réceptionner un maximum de sites REP pour compléter cette accidentologie. Et puis, il faut le dire aussi, cet enrichissement, il a été opéré par les accompagnements des DUER qu'on a pu faire avec les professionnels. Parce que dans ces échanges-là, il y a forcément des choses qu'on apprend de part et d'autre. Donc, on a enrichi, on va dire, notre arborescence et notre connaissance du secteur avec les entretiens qu'on a pu avoir avec les différents professionnels. Et puis, donc, je disais, une plateforme, des outils qui s'appuient sur des applications payantes. Donc là, il en existe un certain nombre. On est sur des applications qui sont quand même plus orientées sur des structures, des grosses structures, avec des ressources en interne, aussi bien humains que au niveau du temps pour gérer la sécurité et utiliser ce type d'application. Bon, voilà, là, très clairement, on va retrouver notamment des modes d'évaluation un peu plus sophistiqués, comme j'ai pu évoquer tout à l'heure, en tenant compte d'un certain nombre de critères. Bon, vous avez vu, il y a un certain nombre d'outils, étant donné que la forme, il n'y a pas de méthode et il n'y a pas de forme exigée. Par contre, ça nourrit bien évidemment un seul objectif, c'est bien d'agir pour l'amélioration et de la sécurité et des conditions de travail. Voilà. Je vous remercie de votre attention.